Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous parler des Jeux Olympiques de l'Antiquité, mais pendant la période romaine, c'est-à-dire en gros à partir du IIe siècle avant notre ère, jusqu'à la fin de ces Jeux Olympiques de l'Antiquité, à la fin du IVe siècle de notre ère. Bon, je vous dis tout de suite, je ne sais pas comment ça va pouvoir se passer. Si certaines choses vous paraissent bizarres ou vous ne comprenez pas très bien, je ne sais pas si vous pouvez intervenir, mais en tout cas, ça ne me gêne pas du tout que vous me posiez des questions et que vous manifestiez d'une façon ou d'une autre. Alors, lorsqu'on pense aux Jeux Olympiques de l'Antiquité, on songe immédiatement, on songe plutôt en tout cas, à la Grèce archaïque et classique, c'est-à-dire au VIe, au Ve siècle avant notre ère. Les Jeux sont même un des éléments phares de la civilisation grecque, presque on pourrait dire du miracle grec, pour reprendre une expression consacrée, avec par exemple le Parthénon ou l'invention de la démocratie, pour se limiter à ces deux exemples. Et puisque je viens de parler du Parthénon, le site d'Olympie est d'ailleurs marqué comme celui d'Athènes par le génie du sculpteur Phidias, qui a créé dans le temple de Zeus la célèbre statue chryséléphantine du dieu. Chryséléphantine, c'est-à-dire une statue en or et en ivoire, qui est devenue, un peu plus tard, une des 7 merveilles du monde. Je signale à propos de Phidias qu'on a retrouvé à Olympie, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont déjà allés sur le site, on a retrouvé l'atelier de Phidias, dans lequel précisément il a construit cette statue, et on a même retrouvé un petit fond de céramique, un petit fond de gobelet en céramique, sur lequel on peut lire un graphite disant « J'appartiens à Phidias », « Feidiou limi » en grec, « J'appartiens à Phidias », ce qui est quand même assez émouvant si l'interprétation, en tout cas, est la bonne. Et si l'on se tourne vers les athlètes eux-mêmes, un des noms qui vient spontanément à l'esprit est celui de Milon de Crotone, le lutteur qui remporta le plus grand nombre de victoires à Olympie et qui s'illustra, lui aussi, dans la seconde moitié du VIe siècle avant notre ère. Nous sommes donc toujours dans la grande période des cités grecques. Crotone, Milon de Crotone, Crotone c'est une cité grecque de l'Italie du Sud, ce qu'on appelait la Grande Grèce, puisqu'il y avait beaucoup de cités grecques et de colons grecs qui avaient été installés là. Et c'est même étonnant de voir comment cette ville de Crotone a eu un nombre de vainqueurs assez important, à tel point d'ailleurs, je signe le passage parce que je parlerai aussi d'autres choses de temps en temps, on s'est demandé s'il n'y avait pas eu de la part de certaines cités grecques une politique de débauchage des meilleurs athlètes, pour leur donner la citoyenneté de leur cité et pour donc obtenir cette gloire qui était incontestable, qui venait de victoires olympiques. Vous savez qu'une victoire olympique, c'est quelque chose de très important dans l'Antiquité, pour l'athlète lui-même, pour le citoyen lui-même, mais aussi pour la cité. C'est d'ailleurs toute la différence entre la Grèce et Rome. Bon, je m'intéresse plus maintenant au sport à Rome, mais on ne peut pas ne pas faire les comparaisons. Vous avez un historien latin, Cornelius Nepos, contemporain de Cicéron, a écrit une phrase absolument extraordinaire, c'est « Pour un citoyen grec, la plus grande marque d'honneur, la plus grande gloire que l'on puisse obtenir, c'est celle d'être couronné à Olympie. » Eh bien, pour un citoyen romain, se donner en spectacle dans une compétition, c'est le début du déshonneur. Vous voyez, le renversement complet des valeurs, qui ne veut pas dire que les Romains ne faisaient pas de sport, mais en tout cas, leur conception, si vous voulez, d'une victoire personnelle était complètement différente.
Je m'arrête là-dessus parce que sinon je ferai une autre conférence qui m'intéresserait beaucoup aussi, mais c'est autre chose. Alors, simplement pour terminer avec ça, un des symboles du sport et de l'art grec, c'est justement le discobole du sculpteur Miron, non pas Milon, mais Miron avec un Y, qui nous renvoie quand même encore au milieu du VIe siècle. Donc on est toujours là, dans les mêmes périodes. Mais c'est oublier un peu vite que l'histoire des Jeux Olympiques de l'Antiquité, simplement, s'étend sur plus d'un millénaire, de 776 avant notre ère jusqu'à la fin du IVe siècle de notre ère, pour garder les dates traditionnelles des origines et de la fin de cet immense festival, qui d'ailleurs n'était pas destiné à mourir définitivement sous l'Empire devenu chrétien. Je reviens une seconde sur 776, qui est une date que vous avez peut-être déjà entendu parler, à tel point qu'on fait souvent de cette date le début du sport chez l'homme, ce qui est évidemment complètement erroné. Il y a déjà des représentations sportives dès le 3e millénaire avant notre ère dans les civilisations sumériennes et égyptiennes. Mais même pour Olympie, c'est une date qui a été en fait créée plus tard, quand on a établi une sorte de chronologie des Jeux. Et on est à peu près certain aujourd'hui, pour des raisons archéologiques, que ce n'est pas la date réelle. Et on le sait en particulier pour un point très précis, qui est celui des puits. Je m'explique. Dans un endroit comme Olympie, les Jeux Olympiques, c'était en plein été, on a vraiment besoin de beaucoup d'eau. À Olympie, il y a deux cours d'eau, l'Alphée et le Cladéos, qui est déjà assez exceptionnel, mais ça ne suffisait certainement pas. Au passage, c'est certainement une des raisons qui explique pourquoi ce sanctuaire d'Olympie est devenu si important, alors que Olympie ne présente pas de caractéristiques géographiques et géologiques particulières. Si un jour, si vous êtes allé ou si vous allez en Grèce, vous verrez que le site de Delphes, par exemple, est un autre sanctuaire essentiel avec des jeux pythiques essentiels également, lui présente des caractéristiques absolument spectaculaires. C'est un site très impressionnant, Delphes, avec la montagne, avec la mer au loin. Ce n'est pas du tout le cas d'Olympie. Donc on s'est demandé un peu pourquoi c'est ce site qui avait été choisi pour y établir un très grand sanctuaire. La présence de l'eau est certainement quelque chose d'important, mais ça ne suffisait pas. Et quand revenaient les Jeux Olympiques, on était obligé de creuser des puits pour trouver de l'eau pour les athlètes, pour les entraîneurs, pour tous les spectateurs, pour tous les pèlerins qui étaient là. Et l'étude archéologique de ces puits montre bien qu'ils ne sont pas antérieurs au VIe siècle avant notre ère. Et que certainement, les Jeux Olympiques, comme on les appelle maintenant, n'ont commencé qu'au VIe siècle et peut-être à la fin du 7e, mais en tout cas pas au 8e siècle, comme l'indiquerait la date de 776. Donc vous voyez bien en tout cas, quand on regarde ces dates, que presque la moitié de cette histoire, plus de la moitié de cette histoire, se déroule dans la période de la domination romaine. On aurait tendance à penser, au premier abord, qu'à ce moment-là, les Jeux Olympiques menaient une vie un peu au ralenti avant de s'éteindre définitivement. Eh bien, pas du tout. Une découverte récente apporte le démenti le plus formel à cette conception des choses. Les archéologues allemands, qui fouillent à Olympie depuis le 19e siècle, alors que les Français fouillent à Delphes, vous savez, au moment où la Grèce a obtenu son indépendance, au 19e, il y a eu une sorte de répartition des chantiers archéologiques, et les Français ont eu Delphes. C'est d'ailleurs très important parce que dès le départ, presque, ils ont trouvé en 1896, par ailleurs, date de début des Jeux Olympiques modernes,
à l'instigation de Coubertin, ils ont trouvé l'aurige de Delphes, cette extraordinaire statue de bronze de deux cochers, qui est là encore un des chefs-d'œuvre de l'art grec. Et au passage, vous voyez, j'ai cité le discobole de Myron, je viens de citer l'aurige de Delphes. Vous voyez que dans l'art grec, le sport occupe une place majeure. C'est un des sujets essentiels des artistes grecs, et ça en dit long, rien que ça. Ça en dit long sur l'importance du sport dans l'Antiquité grecque d'une façon plus générale. Donc je reviens à mes archéologues allemands qui ont mis au jour en 1994, oui, je disais découverte récente, je suis désolé, pour moi c'est une découverte récente, mais pour vous 1994, je comprends bien que ce soit déjà quelque chose d'assez ancien. Dans un édifice qui devait être le siège de l'association des athlètes, on a trouvé une plaque de bronze portant le nom de 20 vainqueurs aux Jeux entre le 1er et le 4e siècle de notre ère, la date étant connue par le numéro de l'Olympiade. Vous savez, cette date de 776, même si elle ne correspond pas à la réalité, elle est très importante parce qu'elle permet de dater beaucoup de choses. C'est un des seuls repères généraux que l'on ait pour la chronologie. L'histoire de la Grèce, c'est l'histoire de cités qui avaient chacune des moyens divers d'établir la chronologie. Donc, il n'est pas très facile d'arriver à mettre les choses en place. Mais là, grâce aux Olympiades, grâce au numéro des Olympiades, eh bien, on peut dater les choses assez précisément. Or, parmi ces noms d'athlètes figurent deux frères athéniens qui s'appellent Marcus Aurelius Carpides et Marcus Aurelius Zopyros. Ils ont obtenu la citoyenneté romaine et ils portent le nom de l'empereur Marc Aurèle, bien entendu. Ils l'ont emporté au pancrace et à la boxe des juniors en 381 et 396 de notre ère. Ou après Jésus-Christ, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de dater. Et au passage, j'ai dit les juniors parce que à Olympie, contrairement à ce qui se passe dans les jeux modernes, il y avait deux catégories d'âge. C'est assez intéressant quand on compare les JO d'aujourd'hui et les Jeux olympiques de l'Antiquité grecque. Aujourd'hui, il y a une inflation d'épreuves, il y a un nombre de sports, de compétitions qui évidemment n'existait pas du tout dans l'Antiquité. Il y a un nombre de participants absolument énorme. C'est la démesure par tous les côtés. Et si on fait la comparaison avec la Grèce, il n'y a vraiment aucune comparaison. Mais il y a un point sur lequel les Grecs avaient, si je puis dire, plus d'éléments, c'est qu'ils avaient des catégories d'âge. Alors que nous n'avons pas aux Jeux olympiques les catégories d'âge qui existent évidemment par ailleurs dans beaucoup de concours. C'était ce qu'on appelait, je ne sais pas si beaucoup d'entre nous ici ont fait du grec, mais il y avait ce qu'on appelait les paides, qu'on traduit souvent par les enfants, mais c'est pas ça, c'est les juniors, et les andres, c'est-à-dire les hommes faits, les seniors, et la différence se faisait à peu près autour de 18 ans. Vous voyez que 381 et 385, on a là l'attestation la plus récente d'un document parlant des Jeux olympiques, mais vous voyez aussi le fait que, en cette fin du IVe siècle, marquée par la montée du christianisme, alors que les Jeux allaient bientôt être interdits, l'administration du sanctuaire d'Olympie était suffisamment stable pour que des victoires soient régulièrement enregistrées sur des documents. Et je dirais volontiers que très peu de temps avant leur mort, du fait d'un décret de l'empereur Théodose Ier, c'était en 393 précisément, et bien à ce moment-là, à la fin, les Jeux d'Olympie étaient encore en pleine forme. Et donc c'est pas du tout une décadence, c'est qu'il y avait encore des jeux, des concours qui se passaient tout à fait régulièrement. Et je dirais que d'une façon plus générale, on aurait bien tort de voir la période romaine comme une période de vraie décadence par rapport à ce qu'on connaissait
auparavant. Et il faut vraiment voir les choses presque de façon contraire. Les festivals comme celui d'Olympie, et pas qu'Olympie, se sont multipliés sous l'Empire romain au point de dépasser le nombre de 500. Un historien a pu parler là d'une véritable explosion agonistique, pour décrire ces créations d'agonesse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme d'agone, au pluriel d'agonesse, c'est le terme qui signifie concours, et qui est très important parce que on a considéré que cette question des compétitions, des oppositions, des rivalités était un trait fondamental peut-être de la culture grecque qu'on retrouve dans la philosophie, dans la littérature, dans beaucoup de domaines de la Grèce et pas simplement dans les jeux. Alors en plus, ces créations dépendent étroitement de l'empereur qui les autorise, qui contribue à leur financement. Et c'est d'ailleurs comme ça que le pouvoir romain peut s'assurer la fidélité de beaucoup de villes grecques qui étaient habituées à connaître ces concours, d'autant que le culte impérial est étroitement associé au déroulement de ces fêtes sportives. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du sport comme instrument de soft power, de puissance douce, et on cite toujours la façon dont les relations diplomatiques peuvent être facilitées par les sports. Et on sait très bien aujourd'hui qu'un pays comme le Qatar essaye de s'imposer sur le plan mondial en s'imposant précisément dans le domaine des sports. Eh bien, il est clair que les Romains ont utilisé ces concours, ces festivals, pour justifier en quelque sorte, légitimer et faire accepter leur propre pouvoir. Et il y avait en plus donc ces associations d'athlètes que les Romains effectivement encourageaient, et le siège principal se trouvait d'ailleurs à Rome. Sans insister trop là-dessus, mais la mainmise impériale sur ces concours apparaît bien avec leur nom. Certains s'appellent Caesarea, nom de César, d'autres s'appellent Sébasta, et en grec, Sébasta, c'est l'équivalent de Augustus. Et il y a aussi des Adriana, des Commodeia, des Severia, c'est-à-dire qu'ils sont tous liés au nom d'un empereur. Au passage, il y a souvent un volet musical dans ces concours, et ce ne sera jamais le cas d'Olympie, qui va toujours être là le haut lieu du sport hellénique, et qui n'aura jamais de programme artistique. Sauf dans le cas de Néron, qu'on verra un petit peu plus loin. C'est assez intéressant parce que aujourd'hui encore, on est revenu, et c'était déjà le cas de Coubertin, on parle aujourd'hui d'olympiade culturelle, pour parler de toutes les manifestations culturelles qui se font en marge des Jeux. Pour donner un exemple, il se trouve que j'organise, je suis commissaire, comme on dit, une exposition sur les sports des sociétés passées qui se tient dans le Var et qui a reçu précisément le label Olympiade culturelle, comme beaucoup de manifestations du même type en France aujourd'hui. Alors, Olympie, ça reste toujours le concours le plus important. On a énormément, pour la période romaine aussi, de palmarès d'athlètes. Ça, c'est une de nos sources essentielles, souvent des athlètes vedettes. Et le nom des concours est souvent inscrit à l'intérieur d'une couronne qu'on appelle justement agonistique, parce qu'elle leur a été donnée pour la victoire dans un de ces concours. Et il est révélateur de constater que les palmarès commencent toujours par la mention des Olympias. La victoire dans ce concours sacré panhellénique
est toujours considérée comme la plus glorieuse et la plus significative. Donc Olympie garde son prestige jusqu'à la fin. Ça, et donc sous la période romaine. Alors cette floraison agonistique touche beaucoup les anciens pays, les anciennes régions de langue grecque, la Grèce, l'Asie mineure, mais l'Occident non plus, l'Occident romain, n'a pas échappé à ce courant, et il y a des agonesses de type grec, comme Olympie, à Naples, à Puzzole aussi, qui est un grand port près de Naples, à Carthage, à Marseille, à Nîmes, et peut-être même pour remonter vers le nord, à Vienne, où on a peut-être identifié un stade, ce qui serait d'ailleurs assez étonnant. Le plus important, c'est à Rome. L'empereur Domitien, en 86 de notre ère, donc à la fin du 1er siècle, institue à Rome ce qu'il appelle les Capitolia, qui sont évidemment destinés à honorer Jupiter capitolin. Et à Rome, il y a eu une opposition pour ces concours athlétiques à la grecque qui ne rentrait pas dans la tradition romaine. Il y a eu pas mal d'oppositions, mais à la fin du 1er siècle de notre ère, précisément, ces oppositions sont un peu dépassées. Mais les Romains n'aimaient pas cette culture, au départ, n'aimaient pas cette culture du gymnase, ils n'aimaient pas la nudité athlétique qui est présente en Grèce, ils se sont beaucoup opposés à tout cela. Pour eux, c'était l'origine de tous les vices. En tout cas, Domitien, en 86, fait construire à Rome un odéon, ça c'est pour le festival musical, et d'autre part un stade, et ce stade, c'est le seul exemple que l'on connaisse. Si vous êtes allé à Rome, et si vous allez à Rome, vous voyez, il faut absolument que vous alliez après, mais c'est peut-être déjà prévu, en Grèce et en Italie, à Rome en tout cas, eh bien, ce stade se trouvait à l'emplacement de la place la plus célèbre peut-être aujourd'hui à Rome, la place Navone, la Piazza Navona, qui a une forme très allongée, parce que, précisément, les édifices, les églises, les palais, se sont installés sur les gradins de ce stade de Domitien, qui était donc un très long rectangle très allongé, et ça donne à cette place, qui est intéressante par bien d'autres côtés aujourd'hui, cette forme tout à fait particulière. Alors, je passe donc sur Domitien. Je cite simplement, je ne veux pas vous faire trop de citations, mais l'historien latin Suétone décrit ce type de festival en disant « Domitien le présida, chaussé de sandales, vêtu d'une toge de pourpre de façon grecque, l'atteinte sainte d'une couronne d'or portant les effigies de Jupiter, de Junon et de Minerve ». C'était les Capitolia, comme dans le temple de Jupiter capitolin. Donc il est vêtu à la grecque. Et ce qui est intéressant également, c'est que ces Capitolia, comme d'autres concours que je viens de citer, qui se trouvent en Italie, vont bientôt faire partie de la période. Alors je reviens sur le mot, en grec périodos, c'est le circuit. Alors ces concours formaient un circuit. Au départ, il y en a 4. C'est les 4 grands concours panhelléniques. Il y a Olympie, Delphes, Némée et l'isthme de Corinthe. Les gens plus vieux que moi, vous voyez, donc ça nous renvoie vraiment à un très lointain passé, avaient des moyens mnémotechniques et on les retenait, ces 4 concours panhelléniques, par le mot pion. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de pions aussi aujourd'hui, enfin c'était pions, on pensait plutôt aux surveillants. Pythique, isthmique, olympique, néméen. C'était les 4 concours panhelléniques qui formaient ce qu'on appelait la période, c'est-à-dire en grec le circuit,
c'est tout à fait l'équivalent du Grand Chelem aujourd'hui pour le tennis. Vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup de rapports avec le sport moderne. Ce sera encore plus vrai si je vous parlais de Rome, puisque là, je serai amené à vous dire que les Jeux du cirque à Rome, les courses de chars, c'est le précédent de notre football professionnel aujourd'hui et du sport business. Mais bon, ceci est une autre question. En tout cas, c'était le Grand Chelem, et alors, plus tard, le nombre des tournois insérés dans cette période, dans ce circuit, se sont un petit peu développés. Alors, non seulement les Romains ont développé un grand nombre de concours, l'agonesse, mais ils ont eux-mêmes été fascinés par Olympie, par ses œuvres d'art, par ses jeux, qui étaient, il faut le dire, j'ai un peu minimisé Olympie antique tout à l'heure par rapport aux JO d'aujourd'hui, mais c'était quand même déjà le plus grand rassemblement populaire de toute l'Antiquité. Il devait y avoir environ, avec les pèlerins, les spectateurs, les familles, les athlètes, hein, environ 50 000 personnes qui étaient présentes à Olympie au moment des Jeux. Ce qui paraît peu pour nous aujourd'hui, bien sûr, mais ce qui était quand même bon. Et pour vous citer quelques exemples, Polybe, l'historien grec, nous dit de Polémile. Polémile, c'est celui qui conquiert la Grèce, en quelque sorte, qui met fin au royaume de Macédoine en 168 avant notre ère. Polybe nous dit qu'il a hâte d'aller à Olympie, qu'il désirait voir depuis longtemps. Et alors, la réalité dépassa ses espérances, et justement le Zeus de Phidias fut vraiment pour lui un spectacle très, très impressionnant. Il croit vraiment qu'il est face là à un dieu. Pour lui, ça a été une vraie merveille quand il l'a vu. Plus étonnant même, un peu plus tard, Lucius Mummius, qui acheva la conquête de la Grèce, et en particulier mit la grande ville de Corinthe, je viens de citer l'isthme de Corinthe, mit l'isthme de Corinthe, la ville de Corinthe à sac en 146, c'est la même année que la destruction de Carthage. Donc ça en dit long sur l'impérialisme romain en ce milieu du IIe siècle avant notre ère. Eh bien, Lucius Mummius, il offrit des statues de Zeus à Olympie, et il y a mis également la sienne, ce qui peut paraître un peu surprenant quand on avait vu ce qu'il avait fait à Corinthe. Sylla, le dictateur romain, encore un tout petit peu plus tard, dans les années 80, pille le sanctuaire d'Olympie pour de l'argent, parce que ces sanctuaires étaient très riches hein, aussi. Au monde méditerranéen, il y a beaucoup de sources de richesse qui sont dans les sanctuaires. Et lorsqu'il organise des Jeux à Rome en 80, précisément, pour fêter sa victoire sur Mithridate, il attire dans la ville, à Rome, de très nombreux athlètes, à tel point que cette année où il y avait des Jeux olympiques, on ne put disputer qu'une épreuve, le stade des Paides. Je veux dire que le stade, l'épreuve du stade sur 180 mètres, le sprint sur 180 mètres, c'était essentiel, c'était la première épreuve qui avait existé, et c'est celle qui sera toujours l'épreuve reine, comme on dirait aujourd'hui, d'une certaine façon, des Jeux olympiques. C'est à tel point d'ailleurs qu'on s'est demandé à un moment donné si Sylla n'avait pas envisagé de transférer les Jeux olympiques à Rome pour s'octroyer évidemment la célébrité. Alors il y a ça, il y a aussi la participation, donc la fascination des Romains pour Olympie, des notables romains, des dirigeants romains, et leur participation à ces Jeux.
Les Jeux étaient théoriquement réservés aux seuls citoyens grecs, comme vous le savez, mais à partir de l'Empire, les choses ont changé. Un membre de la famille impériale, le futur Tibère, qui règne donc de 14 à 37, s'est fait couronner à Olympie en 4 avant notre ère. Alors évidemment, c'était dans une épreuve hippique. Les grands, les riches participent surtout à des épreuves hippiques parce que ça coûte évidemment très cher d'élever des chevaux, de les faire venir jusqu'à Olympie. C'était donc l'apanage des familles aristocratiques. Je vous ai cité tout à l'heure l'Orige de Delphes, mais vous savez que dans les victoires olympiques, pour les épreuves hippiques, c'est pas, c'est vrai encore aujourd'hui, c'est pas le cocher qui est le vainqueur. Le vainqueur, c'est le propriétaire de l'attelage. Le vainqueur, c'est le propriétaire de l'attelage, et le cocher n'était finalement qu'un technicien au service de ce propriétaire. Enfin, il valait mieux qu'il soit brillant et qu'il peut même être un petit peu célèbre. Mais le vrai vainqueur, c'est le propriétaire. Et là, le propriétaire de ce quadrige qu'il avait gagné, dans les années 770 avant notre ère, c'était un dirigeant sicilien, là encore un prince de Sicile, de la ville de Gela en Sicile, qui s'appelait Polyzalos. Et vous voyez ce que ça représentait. Il fallait transporter le quadrige, et puis évidemment les chevaux, et les cochers, et les palefreniers jusqu'à Olympie. C'était évidemment un déplacement qui ne pouvait être pris en compte que par des familles aristocratiques. Au passage, puisque j'ai dit ça, j'ai cité le discobole de Myron tout à l'heure. C'est assez curieux parce que si on prend les deux chefs-d'œuvre de l'art grec renvoyant à des sports, j'ai donc cité le discobole de Myron qui était en bronze et qui a disparu puisque toutes les grands bronzes ont disparu, sauf justement l'Orige de Delphes, qui est un des très rares bronzes antiques qui est survécu, parce qu'il a été enseveli lors d'un tremblement de terre quelques années après, et retrouvé seulement donc en 1896 par les fouilles françaises. Au passage, il porte un nom curieux, puisqu'il s'appelle l'Orige. L'Orige, c'est le nom latin, Auriga. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est assez curieux de voir que ce n'est pas le nom grec qui a été utilisé. Si on avait utilisé le nom grec, en grec, cocher, ça se dit Héniokos. Et si aujourd'hui on connaissait cette statue sous le nom de l'Hénioque de Delphes, je suis persuadé que la statue aurait été moins célèbre, même si c'est une des Jocondes de la Grèce, comme l'a écrit récemment une conservatrice du Louvre. Et dans le mot orige, c'est bien trouvé. Dans le mot orige, il y a de l'or, il y a du prodige, et donc c'est un nom qui est lui-même très, très évocateur. En tout cas, le discobole de Myron, le discobole et l'orige ne sont pas les vrais vainqueurs. C'est assez étonnant. Pourquoi le discobole? Parce que le lancer du disque en Grèce, à Olympie et ailleurs, c'est pas une épreuve en soi. Ça fait partie d'une épreuve multiple qui est le pentathlon, qui comprend 5 épreuves. Et donc, on peut supposer que le discobole de Myron était finalement le vainqueur, mais c'est pas certain. Le fait qu'il ait, par exemple, gagné au lancer du disque n'implique pas qu'il ait été couronné à Olympie, qu'il ait été le vainqueur du pentathlon. Alors, j'ai encore un tout petit peu de temps. Oui, allez-y. Encore 100 minutes, ce serait possible? Oui? 100 minutes, ce serait possible?
Bon, vous m'arrêtez hein, quand vous... Parce que, Vous avez encore 5 minutes si ça ne vous dérange pas. j'ai encore 3 minutes. 5. Bon, alors je vais sabrer ma conclusion. Faites comme vous pouvez. 10 minutes au maximum. Non, mais je termine et je sabre ma conclusion. Alors, il faut quand même que je vous parle de Néron. Je vais vous en parler en conclusion. Parce que Néron et la Grèce, c'est quand même tout un programme. Néron, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, lui, il tenait absolument à s'exhiber en public. Ce qui n'était pas romain, hein, comme je vous l'ai dit. Ça ne plaisait pas du tout aux Romains, ça. Bien que les choses aient un peu évolué à son époque, mais quand même. En tout cas, Néron, lui, il veut absolument aller à Olympie, parce que c'est là qu'on devient célèbre. Alors, il voulait absolument avoir des tas de couronnes olympiques pour faire le malin en rentrant. Et c'était compliqué, parce que les Jeux olympiques, c'est pas n'importe quand, ça l'arrangeait pas, la date, donc il fait changer la date du concours, il fait modifier le programme en ajoutant une partie musicale, parce qu'il se sentait peut-être meilleur quand même comme artiste que comme sportif. Il achète les juges, parce que ça valait mieux quand même, hein. Et il achète aussi surtout la police, parce qu'il y avait la police à Olympie, et la police est assez curieuse, elle avait le droit de fouetter même des citoyens, ça c'est exceptionnel. Et ça montre bien que les jeux sont quelque chose de différent. Les policiers d'Olympie, si je puis dire, avaient le droit de fouetter même des citoyens, et donc Néron, qui était courageux mais sans plus, avait peur d'être fouetté en public s'il commettait un impair, et comme il trichait en permanence, il était sûr d'être repéré, et donc là aussi, il a dû acheter évidemment tous les policiers. Et il voulait absolument gagner, par exemple, dans cette épreuve inédite qu'il a fait instaurer, et alors je cite Suétone, Néron parut aux Jeux Olympiques avec un attelage de 10 chevaux, des camiuges, on disait en latin, mais il fut d'ailleurs précipité à bas de son char, on l'y replaça, tous les gens qui étaient là autour, ils se disaient, il ne s'agit pas vous voyez, les rapports qu'on peut avoir avec un dictateur sanguinaire. Donc on le remet sur son char, mais il n'arrive pas jusqu'au bout. Il doit s'arrêter avant la fin de la course, mais il est quand même couronné, naturellement, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Je dirais qu'au passage, là, je suis un peu indulgent, parce que vous avez tous certainement conduit des chars, déjà, dans votre existence, mais conduire un char, un lige ou un quadrige encore, ça peut aller, mais conduire un char à 10 chevaux, c'est pas évident du tout, c'est pas à la portée du premier venu, et donc là, il avait quand même poussé le bouchon un peu loin. Alors, hélas pour l'empereur, après, bon, vous savez, ses victoires furent rayées des listes d'Olympie, mais je vais terminer là-dessus finalement. Mais ça en dit long, cet acharnement de Néron à vouloir être couronné à Olympie, ça en dit long sur ce que représentait encore ce sanctuaire et ce concours au 1er siècle de notre ère pour un maître de Rome, pour un maître de l'Empire, qui était évidemment particulièrement hélénophile, particulièrement admirateur de la Grèce, mais en tout cas, il prenait quand même des risques, comme je viens de vous le rappeler. Et je pourrais aussi vous parler longuement, mais là, il vaudrait mieux avoir des images sous les yeux, et peut-être, j'espère, que vous en avez eu par ailleurs. Les Romains, les empereurs romains ont construit énormément dans le sanctuaire. En particulier, il y a un milliardaire et rhéteur qui s'appelait Hérode Atticus, qui a fait beaucoup de choses. C'est celui aussi
qui a construit le stade Panathinaïque d'Athènes et qui a mis des gradins au stade de Delphes, qui n'en avait pas auparavant. Et ça me permet de terminer là-dessus. Olympie, si un jour vous allez à Olympie, vous verrez que dans le stade d'Olympie, il n'y a pas le moindre gradin. Les spectateurs étaient assis par terre, sur le gazon, ou debout, mais il n'y a pas de moindre gradin pour les spectateurs. Et c'est intéressant pour voir la différence avec Rome là aussi. Mais en tout cas, ça montre qu'il y avait à Olympie un conservatisme assez extraordinaire dans l'existence, dans les modalités, dans les structures de ces Jeux olympiques. Voilà, bon, j'étais un petit peu vite à la fin, je vous prie de m'en excuser, mais en tout cas, je ne sais pas si vous êtes, si vous avez le droit de poser des questions, mais en tout cas, je veux bien essayer de vous répondre si c'est possible. Eh bien, merci. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Philippe.